Oui, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire, un webinaire qui est dédié exclusivement au RGPD. Et ça va changer. Ce ne sera pas moi aujourd'hui qui vais parler le plus. Ça va être Florence. Florence qui est avocate. Alors, je vais la présenter tout à l'heure. Alors, comme d'habitude, vous savez que on est en live. Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Il y aura aussi un replay que vous recevrez juste à l'issue directement du webinaire. Et on va commencer tout de suite par rentrer sur le sommaire. Alors, le sommaire donc, du RGPD, ce sera exactement les 6 points clés. Et donc, pour m'aider, Florence qui est avocate associée, déléguée à la protection des données. C'est une pointure, elle ne le dira pas, hein, mais franchement, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et vous allez voir, je vais très peu parler. Je poserai simplement les questions que vous vous posez, et puis je reprendrai bien évidemment la main derrière au moment de la conclusion. Alors, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Patrick, je suis le cofondateur de Dougs. Alors, je suis connu pour mettre de la musique disco, puis pour répondre aussi aux différentes questions qui sont posées sur les questions liées à la création, etc., que j'anime très régulièrement. Bon, vous le savez tous, on est tous confinés de nouveau, donc comme d'hab, Dougs fera des webinaires tous les jours, voire 2 fois par jour, pour vous permettre d'occuper, en tout cas, vos journées. Voilà. Bon, j'ai assez parlé. Je vais laisser maintenant Florence prendre la parole. Florence, c'est à toi. Bonsoir à tous. Merci Patrick de m'accueillir. Donc moi, je vous rappelle mon nom, Florence Ivanier. Je suis effectivement avocat depuis 25 ans au barreau de Paris et je suis également déléguée à la protection des données, en anglais Data Protection Officer et ce qu'on appelle communément DPO. Je suis certifiée par l'Université Dauphine depuis 2019 et j'accompagne les entreprises dans leur mise en conformité et certaines d'entre elles aussi me désignent en qualité de DPO externe auprès de la CNIL. Donc ce soir, on a décidé de parler de la conformité à la législation sur la protection des données personnelles et plus particulièrement à la conformité RGPD dans un discours qui est spécifiquement adapté aux PME et aux TPE. Je suis très contente de pouvoir le faire avec le cabinet Dougs ce soir. Alors, la première chose que je voulais que vous sachiez, c'est qu'effectivement, le RGPD, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. C'est à la fois ce à quoi on doit se conformer aujourd'hui, mais en fait, on ne se rend pas compte qu'une grande majorité des obligations qui sont mises en vigueur par le RGPD existaient depuis 1978, depuis la loi du 6 janvier 1978 nommée la loi informatique et liberté. Alors, qu'est-ce que ça implique? Eh bien, pour toutes les entreprises qui se sont dit à l'entrée en vigueur du RGPD, bon, c'est un texte un peu complexe, de plus, on va sûrement avoir un délai pour se mettre en conformité. C'est à la fois vrai et pas vrai. Certes, la CNIL a annoncé qu'il y avait un délai qui a duré environ 1 an, jusqu'à la fin 2019, pour se mettre en conformité, mais c'était uniquement sur les obligations nouvelles qui ont été posées par le RGPD. Tout ce qui existait antérieurement en matière de protection des données personnelles, on est censé s'y conformer depuis maintenant très longtemps. Ce qui a changé en revanche, c'est le risque, ce sont les sanctions qui ont été posées par le RGPD, puisqu'on va y revenir, mais vous verrez que même les TPE et les PME, pas seulement les GAFAM, sont exposés à des sanctions importantes. Alors, tout d'abord, vous vous posez une question légitime, je l'imagine, en qualité de dirigeant ou de membre d'une petite ou moyenne entreprise. Est-ce que mon entreprise est vraiment concernée? Et souvent, vous vous dites peut-être, mais moi, je n'ai que des données en B2B. J'ai le nom de certains contacts professionnels, leur numéro de téléphone, leur mail, ça va pas très loin. Alors, en réalité, ces éléments-là, ce sont déjà des données personnelles. Qui est concerné en pratique? Toutes les entreprises qui sont établies sur le territoire de l'Union européenne. Déjà, les entreprises françaises et toutes les entreprises de pays membres de l'Union européenne doivent se conformer au RGPD lorsqu'elles ciblent des résidents européens, mais aussi pour tout leur traitement de données personnelles, y compris hors de l'Union européenne.
également, les sociétés qui sont établies hors de l'Union européenne, eh bien, dès lors qu'elles ciblent des résidents européens directement, elles doivent aussi se conformer au RGPD. Alors, je vous donnerai 2 exemples pour que vous vous fassiez une idée. Une société qui serait établie en Inde, mais qui donnerait sur un site web la possibilité à des acquéreurs français d'acheter des services ou des biens et qui ciblerait par une langue française, par des possibilités de livraison en France, eh bien, elle est assujettie au RGPD. À l'inverse, une société établie dans l'Union européenne qui exporte ses produits vers les États-Unis, eh bien, elle est assujettie au RGPD. Alors, la deuxième question qu'on se pose, au-delà de la territorialité, c'est quel est le champ d'application matériel? Et là-dessus, sachez que toutes les entreprises, absolument toutes, sont concernées, quelle que soit leur taille, le nombre de leurs salariés, leur chiffre d'affaires, leur type d'activité. Le seul critère, c'est est-ce qu'elles traitent des données personnelles? Bon, pour ça, il faut que je vous explique ce que c'est, une donnée personnelle et un traitement de données. Mais vous verrez, c'est très large. Une donnée personnelle, c'est toute information qui permet d'identifier une personne physique. Et donc, ça peut être évidemment un nom et un prénom qui permettent d'identifier directement une personne, mais ça peut être des informations qui permettent l'identification indirecte, comme un numéro de téléphone, comme même une adresse IP. Ça peut être un ADN, puisque c'est propre à un individu. Et puis, ça peut être aussi un ensemble d'éléments qui, chacun pris séparément, ne permettraient pas d'identifier une personne donnée, mais qui, ensemble, vont permettre indirectement d'arriver à un individu. C'est pourquoi, par exemple, si vous avez une base marketing qui contient beaucoup d'informations sur l'âge, la localisation, les goûts, les comportements d'achat de consommateurs, alors même que vous ne stockeriez pas le nom de ces consommateurs, eh bien, vous êtes considéré comme disposant d'une base de données personnelles. Ensuite, vous me dites, ah bon, peut-être que j'ai des données personnelles, mais moi, je ne fais pas de traitement. Alors, qu'est-ce que c'est un traitement? C'est simple, c'est toute opération, quelle qu'elle soit, sur une donnée. Ça peut être évidemment la collecte de données personnelles, le stockage, l'enregistrement, mais ça peut être aussi même la consultation de données personnelles. Ça peut être aussi la suppression de données personnelles. Il y a une implication très concrète à ce que je viens de vous dire sur la consultation que je vais vous exposer dès maintenant, parce que je pense que c'est un élément dont certains d'entre vous ont peut-être entendu parler. Il s'agit des transferts de données hors Union européenne. Vous le savez peut-être, mais on a une jurisprudence qui date de juillet de cette année, qui est venue chambouler complètement le droit de la protection des données en Europe et qui a invalidé ce qu'on appelait le Privacy Shield. Alors, ça vous paraît peut-être un peu lointain, mais en pratique, quand on dit le traitement de données, c'est même la consultation de données, ça veut dire que si vous, en tant qu'entreprise, vous donnez la possibilité à des sociétés qui sont basées ailleurs, par exemple aux États-Unis, ne serait-ce que de consulter des données personnelles qui sont dans votre base, eh bien, vous êtes exportateur de données, vous faites un transfert de données personnelles hors Union européenne. Donc, comme sans doute vous utilisez Microsoft ou Dropbox ou Azure ou que sais-je, toutes ces sociétés qui sont situées hors de l'Union européenne et vous laissez accès à des données à ces sociétés-là, vous êtes tous considérés comme opérant des transferts de données hors Union européenne. Alors, rassurez-vous, ce n'est pas pour autant sanctionnable, mais ça a des conséquences juridiques. Donc, je voulais vous dire aussi qu'un traitement de données, ce n'est pas nécessairement un traitement informatisé. Si, par exemple, vous avez une base papier, un fichier papier avec tous les CV des candidats que vous avez conservés depuis 20 ans, là, vous êtes en non-conformité parce qu'il y a des durées de conservation qui sont prescrites, y compris sur des fichiers papier. OK, donc je vais pouvoir vous parler maintenant, avant de vous parler des sanctions, et parce qu'on a une vision positive des choses, y compris sur le RGPD, il y a énormément d'avantages à initier une démarche de mise en conformité. Qu'est-ce que ça va vous apporter?
D'abord, vous allez améliorer la sécurité informatique de votre entreprise. Vous allez réduire votre risque vis-à-vis de la cybercriminalité. Or, la cybercriminalité, c'est un risque métier majeur aujourd'hui qui peut coûter très cher. Pourquoi vous allez améliorer la sécurité informatique? Parce que dans le RGPD, il y a 3 aspects. Il y a un aspect, quand on se met en conformité, je veux dire, il y a un aspect juridique qui est important. Il y a un aspect sécurité informatique. Vous allez devoir gérer la sécurité de votre système d'information, même si c'est un système d'information minime et réduit pour une petite société. Et puis, il y a un aspect organisationnel transverse. Celui-ci, on n'y reviendra pas ce soir parce que pour des sociétés de petite taille, c'est moins prépondérant. Mais l'aspect sécurité informatique, c'est un aspect majeur de la conformité RGPD. Ensuite, vous allez valoriser le patrimoine de données de votre entreprise, de données personnelles, j'entends. Vous savez ce qu'on dit, les données personnelles, c'est l'or d'aujourd'hui. Donc, le fait que vous ayez dans votre entreprise des données personnelles et que vous ne les ayez pas forcément bien exploitées, bah, c'est un patrimoine qui dort. Par exemple, ça va vous permettre d'améliorer votre stratégie marketing vis-à-vis de vos contacts business. C'est aussi un avantage concurrentiel vis-à-vis de vos co-contractants, puisque vous allez pouvoir vous prévaloir de votre conformité RGPD et être potentiellement choisi plutôt qu'un concurrent parce que vous avez fait cette démarche. Donc, vous valorisez votre entreprise au sens large. Et avant même, je dirais, d'avoir cette initiative de valoriser son entreprise, aujourd'hui, on se rend compte, beaucoup d'entreprises se rendent compte qu'elles sont tout simplement obligées de le faire parce que ça correspond à une exigence de leurs clients. Donc, souvent, des entreprises viennent vers moi et me disent « J'ai reçu telle et telle demande, qu'est-ce que je dois faire ?» Et là, j'ai envie de leur dire « Mais on peut très bien y répondre. Le problème, c'est que si on ne fait pas, nous, de notre côté, une action de fond de mise en conformité, on va répondre en certifiant à des clients ou à des co-contractants, en prenant des engagements sur la conformité RGPD qu'on n'a jamais mis en place chez nous. Donc, on est en double situation de porte-à-faux dans cette situation-là, parce qu'on est en manquement vis-à-vis des co-contractants sur le plan contractuel, et de toutes les façons, on est en manquement à la loi applicable. Donc, c'est vraiment, je dirais, c'est tout bénéfice de faire cette démarche en amont. Enfin, vous allez bien sûr améliorer l'image et l'e-réputation, comme on dit aujourd'hui, de l'entreprise. En réalité, vous allez éviter de prendre un risque sur la réputation de votre entreprise. Donc, c'est là que j'en arrive en fait aux sanctions qui sont nombreuses autour de la conformité. Je dis RGPD, mais c'est la conformité à la protection des données personnelles au sens large qui est applicable aujourd'hui en France. La CNIL, c'est l'autorité de contrôle qui va vérifier au moyen de contrôle qu'elle peut faire à distance ou sur place dans l'entreprise, qui va vérifier si vous êtes conforme. Elle peut, lorsqu'elle met en branle un contrôle, tout d'abord établir des mises en demeure. C'est une phase qui est publique ou non publique, c'est-à-dire qu'elle peut rendre la mise en demeure publique ou non. Et c'est une phase qui, à la limite, n'est pas trop dommageable parce qu'on vous met en demeure de vous mettre en conformité. Donc, vous vous dites, j'ai encore un petit délai pour le faire, même si c'est une sacrée gageure de le faire en un temps très court, mais admettons. Mais très souvent, lorsqu'elle voit qu'il y a des manquements majeurs, elle ne va pas se contenter d'une mise en demeure d'emblée. Elle va partir directement sur des sanctions. Alors, comme c'est une autorité administrative, elle impose des sanctions administratives. Elle impose, par exemple, ne serait-ce qu'une interdiction de traitement de données. Aujourd'hui, si on ne peut plus traiter les données, on ne peut plus travailler. Donc, c'est très simple, c'est l'équivalent de fermer boutique. Elle peut aussi vous imposer des sanctions financières et ça, c'est ce dont tout le monde a entendu parler. Donc, c'est des sanctions qui peuvent monter énormément. Théoriquement, jusqu'à 10 millions ou 20 millions d'euros selon le type de manquement ou jusqu'à 2 à 4% du chiffre d'affaires annuel groupe, le plus élevé des deux. Donc, autant vous dire qu'on est dans des montants extrêmes. Et juste après ce slide, je vais terminer sur les types de sanctions. Je vais vous donner des exemples de sanctions de ces dernières années de la CNIL
des montants financiers qui ont été appliqués à des PME. Et bien évidemment, on n'est pas sur des millions d'euros, mais on est quand même sur des montants conséquents. Alors, il y a aussi des sanctions pénales. Je vous en parle, mais il est vrai que c'est très rarement appliqué. Donc là-dessus, on est sur un risque théorique, mais on n'est pas à l'abri. Dans une société, par exemple, qui brasserait des données personnelles sensibles, de se voir aussi sanctionner le dirigeant en particulier, puisque c'est lui qui a cette responsabilité-là sur le plan pénal. Et bien sûr, la société, elle aussi, encourt une responsabilité pénale. Juridiquement, il n'y a pas que les personnes physiques qui peuvent encourir une responsabilité pénale, les personnes morales aussi. Et puis, vous avez la responsabilité vis-à-vis des personnes concernées. Ce qu'on appelle les personnes concernées, ce sont les personnes dont les données personnelles sont traitées. C'est-à-dire monsieur X ou Y qui a vu ses données, quelles qu'elles soient, même son CV, son numéro de téléphone, partir sur le net et qui en subit un préjudice. Donc là, vous êtes obligé à réparation. Ça ne se passe plus devant l'autorité de contrôle, devant la CNIL, ça se passe devant les tribunaux français. Vous avez aussi une responsabilité contractuelle vis-à-vis de tous les co-contractants. C'est la responsabilité que j'évoquais tout à l'heure lorsque je vous disais que lorsque vous prenez des engagements avec vos co-contractants en matière de protection des données personnelles, eh bien, ils sont sanctionnables aussi devant les tribunaux en réparation. Et en particulier, ce que vont faire souvent les co-contractants, c'est qu'ils vont, si jamais eux ont subi un préjudice ou par exemple une atteinte à l'image de marque de leur société, ou ils sont assujettis, eux, à une amende de la CNIL, eh bien, ils vont être obligés de la payer, mais ils vont avoir un recours à l'encontre de l'entreprise qui est à l'origine de cette fuite de données, par exemple. Donc, il y a cette responsabilité, vous voyez, qui va au-delà des sanctions qui peuvent être imposées par l'autorité de contrôle. Et puis, dans le monde d'aujourd'hui, je ne veux pas vous l'apprendre, une atteinte à l'image de marque parce que vous avez une sanction ou même une mise en demeure qui a été rendue publique par la CNIL, ça va très, très vite. Je vais vous dire les noms des sociétés là qu'on va voir qui ont fait l'objet de sanctions publiques. Elles sont marquées par ce doute qui va perdurer sur leur conformité et les autres co-contractants ou les personnes physiques vont se méfier d'une société qui a fait l'objet d'une sanction CNIL. Donc voilà, je vous donne quelques exemples ici. D'abord des exemples de sanctions qui ont été apportées avant même qu'on soit sous l'empire du RGPD. En 2017, la société Hertz, qui avait des données qui avaient fuité, a fait l'objet d'une sanction de 40 000 euros. En 2018, Darty, même chose, 100 000 euros. Mais là, on était encore sur des sanctions antérieures à l'entrée en vigueur du RGPD. Ensuite, vous avez la société Optical Center, qui a fait l'objet d'une sanction pour 250 000 euros. Alors, que s'était-il passé à chaque fois pour ces sociétés? Eh bien, ces sociétés avaient une faille de sécurité dans leur système informatique qui permettait d'avoir connaissance de données personnelles qu'elles stockaient lorsque on opérait une action. Donc, ce n'était pas des données qui s'étaient retrouvées directement sur le web, mais il y avait une faille qui permettait d'accéder à ces données. Pour Optical Center, par exemple, c'était, je crois, des ordonnances de correction de lunettes. Donc, ce sont des données médicales, ce sont des données sensibles. Et là-dessus, si Optical Center n'a été sanctionné qu'à hauteur de 250 000 euros, c'est parce que cette société avait mis en place une conformité RGPD, qu'elle ne partait pas de zéro, mais qu'elle avait donc ce problème de sécurité informatique. Un autre exemple qui est assez parlant, c'est celui de l'association ADEF, une association qui a moins de 300 salariés et qui fait l'objet d'une sanction de 75 000 euros. Vous voyez, ça peut ne pas être uniquement une entreprise, mais ça peut être aussi une association, y compris à but non lucratif, qui peut être sanctionnée. Et puis, on a une société Sergic qui fait de la gestion immobilière en septembre 2018, qui, elle, a été sanctionnée à hauteur de 400 000 euros, avec tout le préjudice que ça implique parce que c'est une sanction publique, parce qu'elle n'avait pas bien géré la collecte de données personnelles à l'occasion de sa gestion de dossiers immobiliers, de baux immobiliers. Donc, voilà pour une présentation à la fois en creux et en positif de ce qui pourrait être l'intérêt
de mener cette démarche de conformité. Effectivement, on a toujours la sensation, pour la plupart des gens, que le RGPD, ça s'adresse plus à des boîtes comme Facebook ou Google ou d'autres. Mais dans la réalité, aujourd'hui, elle s'adresse à toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, y compris les plus petites, à partir du moment où il y a des données. Voilà. Et ça, je pense que c'est un point qu'il faut vraiment comprendre et les risques ne sont pas négligeables. Ok, donc moi, je comprends aussi tout à fait, parce que j'ai des entreprises de toute taille qui viennent me voir sur leur conformité, je comprends tout à fait que tout le monde n'ait pas le budget pour, ou peut-être même la disponibilité en temps ou en ressources pour engager une démarche de mise en conformité. Je vois même qu'on a une question là-dessus. On a Concrètement, Philippe qui me demande si on est certifié conforme RGPD. C'est quelque chose très rapidement auquel on s'est attaché. Alors nous, en plus, on manipule quand même des données en grande quantité. On est obligé de faire très attention, notamment de ne pas avoir de serveurs qui se trouvent sur les États-Unis à cause de l'American Act Patriot et compagnie. Donc il y a énormément de choses. Maintenant, on essaie de s'améliorer systématiquement, bien évidemment. Alors, Touria qui pose une question, comment concrètement réalise-t-on une démarche de mise en conformité? C'est peut-être ce que tu vas en parler après, Florence ou exactement, c'est l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui. Ouais. Alors, comment on procède lorsqu'on a un budget limité? Déjà, on va faire un maximum de choses par soi-même. Et puis, parfois, en fonction de la taille de l'entreprise, du type de données qu'on traite, de l'envergure du volume de données qu'on traite, on sera peut-être obligé de se faire accompagner. Mais de toutes les façons, ce que je vais vous donner aujourd'hui comme démarche, c'est déjà concrètement des choses que vous pouvez mettre en œuvre dans votre entreprise et qui vont vous assurer, je dirais, une grosse limitation de risque. Alors, je commence par un principe qui est le grand principe nouveau du RGPD et je trouve que ça va très bien avec ce qu'on peut faire aussi en comptabilité, fiscalité. C'est pour ça que je voulais faire un parallèle sous le contrôle de Patrick. L'accountability, c'est un principe de responsabilisation de l'entreprise. Autrement dit, on était avant le RGPD dans un régime d'autorisation préalable. Les entreprises étaient censées, lorsqu'elles avaient un fichier de traitement de données personnelles, envoyer une demande à la CNIL ou en tout cas se placer sous l'égide de la CNIL pour tel ou tel type de traitement. Ce régime de formalité préalable n'a plus cours. Maintenant, on est dans un régime de responsabilisation, c'est-à-dire qu'un peu comme justement on le doit vis-à-vis de l'administration fiscale, on doit tenir à jour un certain nombre d'éléments de conformité dans son entreprise et être capable de les présenter à tout moment à la CNIL en cas de contrôle. Et pas qu'à la CNIL, puisqu'on peut aussi avoir à présenter des éléments de conformité à ses co-contractants. OK. Alors, qu'est-ce que c'est en pratique l'accountability? C'est d'abord la tenue d'un registre des traitements. Ce registre des traitements, ça va être l'outil de contrôle, l'outil de navigation de l'entreprise dans le cadre de ces traitements de données personnelles. Ça implique que l'entreprise ait mené une démarche de cartographie de ces données personnelles. Pour tenir un registre des traitements, la CNIL donne un modèle qui est public et accessible à tous. Et ce modèle est assez adapté pour des entreprises de taille petite ou moyenne. Il existe, et vous en entendrez peut-être parler, d'autres outils sur le marché qui sont payants, qui vous permettent peut-être un peu plus facilement de tenir votre registre. Mais à mon sens, l'essentiel n'est pas là. Je dirais que c'est un investissement, bien que je travaille en partenariat avec certains de ces éditeurs de logiciels de conformité RGPD, c'est un investissement qui n'est pas justifié, sauf si on a beaucoup d'interlocuteurs qui vont être en charge de la conformité RGPD dans l'entreprise. Mais sinon, je crois qu'on peut s'en tirer avec le registre CNIL, ce qui ne signifie pas pour autant que ce soit si facile de le compléter. Là-dessus, pour ne pas tenir de langage de bois, je dois vous dire qu'il y a un guide à l'usage des PME qui a été édité par la CNIL et qui vous explique comment vous mettre en conformité. Certains éléments de ce guide, je les ai repris aujourd'hui. Ce n'est pas si simple. En particulier, concernant le registre des traitements, un des points qui me paraît ardu, c'est de savoir si on a qualité de responsable de traitement ou de sous-traitant
lorsque on traite des données, parce que ce n'est pas le même registre à tenir. Sachez que vous pouvez même avoir 2 registres à tenir, parce qu'il est très probable, lorsque vous agissez en qualité de sous-traitant, si tel est votre cas, que vous ayez aussi des traitements de données en qualité de responsable de traitement. Donc, quasiment tous les sous-traitants ont 2 registres à tenir, un registre en qualité de sous-traitant, un registre en qualité de responsable de traitement. Les responsables de traitement, eux, n'ont qu'un registre à tenir, mais encore faut-il qu'ils sachent en quelle qualité ils agissent. Et puis, vous pouvez avoir une qualité intermédiaire entre responsable de traitement et sous-traitant qui s'appelle co-responsable de traitement. Alors, je vais essayer quand même de vous donner quelques éléments sur ces qualités pour que vous puissiez un peu vous orienter et comprendre de quoi il s'agit. Le responsable de traitement, c'est celui qui détermine les finalités et les moyens du traitement. Finalité, c'est un mot qu'on entend souvent en matière de protection des données personnelles. Ça signifie quels objectifs on a lorsqu'on collecte de la donnée, lorsqu'on supprime de la donnée, lorsqu'on exploite de la donnée, lorsqu'on enregistre de la donnée. Quel est notre objectif? Et les moyens de traitement, c'est par quel biais vous le faites. Est-ce que vous avez mis en place un formulaire de contact sur votre site web? Est-ce que vous utilisez un logiciel de traitement de données? Est-ce que vous utilisez un Excel? Donc, tout ça, ce sont les moyens du traitement. Et ensuite, les sous-traitants, eux, ils vont aussi mettre en œuvre des traitements de données de la même manière, mais ils sont censés le faire sous les instructions du responsable de traitement et pour le compte du responsable de traitement. Alors, j'entends que ce soit peut-être pas très clair, c'est pour ça que je vais vous donner des exemples pratiques. Eh bien, un avocat ou un expert comptable, on peut considérer qu'il agit en qualité de sous-traitant de son client lorsqu'il établit la paye, par exemple, d'une société. Il collecte des données personnelles qui appartiennent, qui lui parviennent d'une société qui est son client, des données sur les membres de cette société aux fins d'établir la paye. Il restitue la paye et il a traité des données personnelles en qualité de sous-traitant. À l'inverse, vous êtes responsable de traitement lorsque vous collectez, vous faites passer une annonce pour des candidatures et vous recevez un certain nombre de CV. Dans ce cas-là, vous êtes responsable de ce traitement-là. Et cette analyse se fait traitement de données par traitement de données. Lorsqu'on est co-responsable de traitement, ça veut dire qu'à égalité avec quelqu'un d'autre, on a déterminé en commun les finalités et les moyens du traitement. Et dans ce cas-là, eh bien, ça implique des responsabilités communes vis-à-vis des personnes dont les données sont traitées. Alors, maintenant qu'on a vu quelques éléments sur ces qualifications, qu'est-ce qu'on doit mettre dans un registre de traitement? Eh bien, vous devez donner les catégories de données personnelles que vous traitez. Vous devez donner la durée de conservation de ces données. Vous devez donner les finalités, ce qu'on disait tout à l'heure, les objectifs du traitement. Et puis, les destinataires en interne ou en externe. Et dans les destinataires, il y a tous ces logiciels que vous utilisez, les Microsoft, les Dropbox, pour les avocats, les LexisNexis, les outils de travail, quels qu'ils soient, qui permettent à des sociétés prestataires de consulter les données que vous entrez sur ces logiciels. Ça peut être pour une société qui fait du RH, son outil logiciel de gestion des candidatures. Toutes sortes de logiciels qui permettent à des tiers d'accéder à de la donnée. Eh bien, ce sont des destinataires externes qu'il faut lister dans votre registre. Ok, donc voilà pour un des éléments de l'accountability. Voilà, ça c'est ce qu'on vient de dire sur les éléments du registre. Et les autres éléments de accountability, on les verra au fur et à mesure. Mais en fait, ce sont tous les éléments que vous allez avoir à présenter en cas de contrôle. J'imagine un peu comme un livre comptable ou comme votre déclaration. Patrick. Alors, les livres comptables désormais se sont simplifiés par rapport à l'RGPD. D'accord. Pour nous, c'est plus facile. En tout cas, nous, pour Doux, en tout cas, on s'est fait aider. Tous nos collaborateurs ont été formés. On a nommé
un ingénieur comme correspondant, etc. C'est un travail qui est quand même gigantesque. Enfin, moi, je trouve, en tout cas, et je ne vois pas comment, en tout cas, si on ne s'était pas fait aider, on ne s'en serait pas sorti tout seul. C'est aussi simple que cela. Bon, Non, ça, j'entends. il y a aussi la quantité de traitements que l'on a avec toutes les choses qu'on a mises en place qui expliquent aussi la difficulté que nous avons pu avoir. Mais c'était pas simple du tout. Certes, mais bon, je pense quand même que, certes, le paradoxe de cette législation, le RGPD, donc c'est un règlement européen qui est directement applicable dans tous les États de l'Union européenne. Le paradoxe, c'est que c'est la même législation qui s'applique à des grosses boîtes comme à des PME. Mais vous vous en doutez bien, il y a quand même un certain type de tolérance vis-à-vis des plus petites boîtes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut être capable, comme on le fait aujourd'hui, d'y voir un peu plus clair dans les obligations pour savoir lesquelles sont essentielles. Je vous ai mis en démarche numéro 2, la sécurité du système d'information. Pourquoi? Parce que un des principaux risques de contrôle, il vient de la fuite de données. La fuite de données, c'est le vol de données, le hacking, ça peut être aussi la perte de données. Et ça, je vais vous l'expliquer bien en détail parce qu'il y a des obligations juridiques associées à tout ce qu'on appelle tout incident, toute fuite de données. Ça peut être aussi des mails qu'on devait envoyer à monsieur X et finalement qui sont envoyés à monsieur Y avec des données à l'intérieur, c'est-à-dire des choses bien évidemment involontaires. C'est un incident, par exemple, également. Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour assurer la sécurité du système informatique? Bon, là aussi, vous avez un guide de la CNIL et celui-là, il est vraiment très bien fait. Tous les éléments que je vous donne ici viennent de ce guide. Et si vous essayez, ne serait-ce qu'à moitié au moins, de mettre en place les idées simples qui sont présentes, vous verrez que vous avez déjà gagné beaucoup en sécurité informatique. Et puis, vous pouvez mettre à contribution votre prestataire informatique, parce que quand même, la plupart des boîtes en ont un, pour lui demander si vous êtes au carré sur toutes ces démarches qui sont de base. Sensibiliser les utilisateurs, ça c'est une démarche spécifique pour le RGPD qui consiste à indiquer à tous les membres de l'entreprise qu'est-ce que c'est qu'une donnée personnelle et en quoi ils doivent être vigilants sur les données personnelles. Ensuite, mettre en place une charte informatique, ça part de la même idée, c'est qu'on informe et on le fait sous une forme qui tient juridiquement les collaborateurs, on les informe très spécifiquement sur la marche à suivre lorsqu'on utilise le système informatique de l'entreprise. Sachez qu'en ce moment, alors même qu'on est en télétravail full-time, c'est essentiel d'avoir mis en place une charte informatique, notamment parce qu'on va être délocalisé dans l'informatique mobile, c'est-à-dire les PC portables qui sont en lien avec la base de données de l'entreprise, les téléphones portables, idem, avec la liste des clients, des numéros de téléphone, etc. Et donc, ça va ensemble, la charte informatique, le télétravail et la sécurisation de l'informatique mobile. Ensuite, vous avez des mesures qui sont propres au système informatique de l'entreprise. Donc, authentifier les utilisateurs, c'est-à-dire mettre des mots de passe. Vous verrez qu'il y a des éléments très précis qui sont donnés par la CNIL concernant la gestion des mots de passe et qui sont, on n'a pas besoin d'un informaticien pour les faire respecter. Gérer les habilitations, ça aussi c'est important. Pourquoi? Parce que à chaque fois que vous donnez des possibilités larges de consultation de l'ensemble des données à tous les membres de l'entreprise, vous faites porter un risque beaucoup plus large sur la sécurité des données. Donc, les habilitations, c'est essayer de compartimenter, donner des accès restreints. Le stagiaire, il n'y a pas de raison qu'il ait accès à tous les éléments d'information de l'entreprise. L'assistante administrative non plus. Le dirigeant peut-être, mais même lui, peut-être qu'il y a certaines choses auxquelles il n'a pas besoin d'avoir accès. Tracer les accès, gérer les incidents. Ça veut dire qu'un système informatique qui est bien fait doit vous permettre de retrouver les logs de connexion, savoir qui a fait quoi, et de tracer à tout moment les incidents de sécurité qui sont arrivés. Que ceci ait donné lieu à une réelle fuite de données ou non. Là-dessus, on va y revenir juste après concernant les fuites de données. Sécuriser les postes de travail, bien évidemment, c'est
tous les postes qui sont dans l'entreprise, par exemple, avoir des ordinateurs qui sont cadenassés sur le bureau. Bon, c'est pas très marrant, mais ça permet quand même d'éviter que l'employé qui passe par là et qui est un prestataire de je ne sais pas quelle entreprise qui a eu le droit d'entrer dans les locaux parte avec des PC. C'est tout simplement de refuser toute sauvegarde sur disque dur et de le mettre, bien évidemment, sur des serveurs protégés. Hein, ça, je pense que c'est les premières étapes auxquelles il faut penser, parce que le jour, déjà, quand il y a un pépin, que le disque dur explose, au moins on est peinard. Mais effectivement, si on se fait en plus voler, il n'y a rien sur un PC. Aujourd'hui, un PC, même d'ailleurs, certains, c'est un espèce de petit boîtier pour certains, et il n'y a même plus quoi que ce soit qui figure. Tout est sur des serveurs, ce qui protège d'ailleurs davantage. Oui, alors en fait, ce que j'allais vous dire aussi, c'est qu'aujourd'hui, une mesure qu'on met en place très communément, c'est de permettre le brouillage des informations de manière à ce que si vous avez un vol ou même une perte de PC, vous ayez rendu impossible l'accès aux données de ce PC. Donc ça, c'est un élément qu'on peut mettre aussi en place sur les téléphones en mettant un double accès, etc. C'est ça. De manière à ce que vous ne soyez pas conduit à faire une notification à la CNIL pour perte de données, fuite de données. Parce que ça, on n'a jamais trop envie de le faire. Et puis, protéger les locaux physiquement. Alors, vous allez voir qu'en fait, la fuite de données, je vais y venir maintenant, ce n'est pas uniquement le vol de données ou l'accès de données personnelles par un tiers. Ça peut être tout simplement la destruction de données. Un incendie, en principe, c'est une violation de données parce que les données ne sont plus accessibles. Ça peut être aussi l'intégrité des données est corrompue, c'est-à-dire que les données ont été modifiées, elles ne sont plus exactes. Ça aussi, c'est censé être une fuite de données. Alors après, ça fait courir des risques moins importants lorsque des données sont rendues indisponibles, sont détruites, leur intégrité n'est plus assurée, que lorsqu'on a la confidentialité qui est mise en question et qu'on a une réelle fuite avec appréhension par un tiers. Donc, je vous donne quelques exemples de fuite de données. Par exemple, si vous perdez un PC qui n'est pas sécurisé ou une clé USB, vous êtes dans l'obligation de notifier une fuite de données à la CNIL en principe. Si vous avez des données médicales qui n'étaient pas sauvegardées par ailleurs et qu'elles sont supprimées accidentellement, eh bien, vous avez une perte de la disponibilité des données et en plus, ce sont des données sensibles, donc vous allez peut-être vous retrouver à devoir faire une notification CNIL. Donc, bien sûr, en interne, on doit documenter les violations de données, d'autant plus qu'à chaque fois qu'on fait une notification CNIL, eh bien, on devra donner un certain nombre d'éléments qui vont avec cette notification. Donc, on a intérêt à avoir l'habitude de documenter régulièrement, de manière systématique, ce qui arrive en cas d'incident, de violation de données. Notifier la CNIL, c'est uniquement lorsque la violation présente un risque pour les droits et libertés des personnes. C'est à votre appréciation selon le principe qu'on a vu de accountability, c'est-à-dire de responsabilisation. Et puis, on peut même en arriver, lorsqu'on estime qu'il y a un risque élevé, à devoir notifier cette violation aux personnes concernées. Et là, bien entendu, c'est une notification publique qui impacte votre image de marque. Vous allez voir qu'en fait, une des manières de sécuriser les données personnelles, c'est de définir une politique de conservation des données. Pourquoi ? Parce que moins vous avez de données que vous stockez dans l'entreprise, moins vous avez de risques de les perdre. Donc, vous êtes assujetti de toutes les façons légalement à une obligation d'avoir une politique sur la conservation des données, c'est-à-dire en gros de supprimer les données après un certain laps de temps. Et toute la question, c'est de déterminer quelle durée vous assignez à quel traitement. Là-dessus, moi j'ai une approche qui est personnelle, c'est que si on se réfère aux référentiels qui nous sont communiqués par exemple par la CNIL ou par d'autres ou par vos organismes métiers qui vous donnent pour chaque type d'activité les référentiels de conservation de données,
on peut en arriver à avoir une personne full-time qui s'occupe de supprimer les données au bon moment. Alors ça, c'est 2 ans, ça, c'est 4 ans, donc il faut aller rechercher. Donc parfois, c'est ingérable. Et parfois, il faut être capable de faire des arbitrages en se disant, eh bien, cette partie-là, on va supprimer à 5 ans, parce que dans l'ensemble, les durées de prescription légale, c'est 5 ans. Cette partie-là, on va faire le choix de la supprimer tout de suite, parce que sinon, après, on n'aura pas le temps de le faire, on ne va pas y penser. Très souvent, vous allez aussi faire des économies lorsque vous définissez une politique de conservation que vous n'aviez jamais fait auparavant, parce que vous allez supprimer du papier que vous aviez parfois même en archivage que vous payez. Je vois une question qui apparaît qui dit concrètement. Oui. Concrètement, je peux vous donner quelques exemples. Par exemple, la gestion de la paye, c'est 5 ans parce que c'est une durée de prescription. Le CV d'un candidat, c'est 2 ans après votre dernier contact avec ce candidat. C'est-à-dire que vous avez reçu le CV, 1 an après, vous lui avez écrit pour lui dire que finalement, vous aviez peut-être un autre poste que vous envisagiez. Donc, il vous a répondu, vous avez encore un contact avec lui, c'est 2 ans à partir du dernier contact. Un prospect, c'est 3 ans. Donc, en fait, il y a une sorte peut-être de paradoxe dans cette histoire de conservation de données. C'est que le principe, c'est que les données doivent être conservées durant le temps nécessaire pour accomplir l'objectif que vous vous êtes fixé sur ce traitement. Mais en réalité, il y a des référentiels qui vous disent combien de temps vous pouvez conserver. Donc, on agit un peu entre les deux et on est aussi capable, parfois en tant que professionnel, de dire, eh bien, malgré ce référentiel, moi, j'ai fait le choix pour l'entreprise parce que j'en ai besoin, parce que sinon, ça va me faire un désavantage concurrentiel majeur de garder ces données ce temps-là. Dans ce cas-là, on a d'autres moyens pour pouvoir conserver des données tout en n'étant pas en risque majeur et en n'étant pas en violation de la législation de manière manifeste. C'est l'histoire de l'archivage en base distincte avec un accès restreint. C'est-à-dire que vous vous dites, bon, ben là, ces éléments-là, je vais peut-être en avoir besoin. Il est certain que tous les membres de l'entreprise n'ont pas à consulter cette base tous les jours. Donc, je vais la mettre, par exemple, dans un endroit qui n'est pas accessible à l'Internet, parce que beaucoup de hacking se fait via l'Internet. Je vais la mettre avec un accès à un seul utilisateur qui est celui qui doit en connaître. Tous les autres n'ont pas accès. Et là, vous réduisez le risque et vous pouvez aussi le documenter et en justifier de manière à conserver certaines données qui vous sont cruciales dans l'entreprise. Mais enfin, la base, c'est la suppression. Et très rarement, on fait appel à l'anonymisation, puisque l'anonymisation, c'est très, très contraignant, notamment depuis le RGPD. Donc, c'est trop risqué, en fait, de se dire qu'on va anonymiser les données. Ceux qui essayent de le faire ne le font que parce que, franchement, c'est trop compliqué pour eux de les supprimer, parce que vous avez des bases de données qui pointent vers d'autres données, et finalement, ça pourrait corrompre toute leur base de données d'avoir une suppression. Mais gardez le principe que vous devez supprimer toutes les données personnelles que vous avez, à un moment donné, vont se retrouver supprimées. Donc Martin qui pose plusieurs questions, enfin ce n'est pas des questions, c'est plutôt des constats, et je comprends Martin dans les difficultés qu'il peut rencontrer, ou en tout cas qu'il évoque, où est-ce qu'on met sur le site internet, web, quand on demande une newsletter, quid des solutions type Airtable combinées avec Zapier, donc je vois très bien de quoi il s'agit, ou Autochromat. Wow, là effectivement, ce sont des questions très complexes, et en tous les cas, qui nécessitent une réflexion à un moment donné. Et je pense, tout dépend, Martin, ce que tu souhaites. Les RGPD qui seraient parfaites, dans lesquelles tu aurais tout prévu, à mon sens, n'existent pas. Ça, c'est mon avis personnel, parce que dès qu'on commence à faire quelque chose d'autre, ça y est, on rentre dans d'autres. Mais si tu as une démarche que tu mets dans ton entreprise, dans laquelle tu vas essayer justement d'aller vers quelque chose de très clean, je pense que ça, on ne pourra jamais te le reprocher. Jérémy, qui fait un constat aussi qu'à l'inverse, attention avec les obligations de conservation minimales. Florence, tu donnais
des exemples tout à l'heure, je sais que nous, en tant qu'experts comptables, on a aussi des obligations de conservation de données et c'était une de nos questions qu'on s'était posées, de savoir quand est-ce on devait effectivement détruire ou pas. Et en fait, on s'est aperçu que les idées que l'on avait au début, on les a rallongées un petit peu parce que, en tant qu'expert comptable, on a des obligations de détention qui sont relativement longues, liées à la fiscalité. Tu évoquais notamment des durées, par exemple, en droit d'enregistrement, c'est 8 ans désormais. Avec le Covid qui est arrivé, il faut savoir que les contrôles fiscaux vont rajouter 1 an, voire 2 ans. Donc, il y a d'autres sujets qui arrivent. Et puis, je ne parle même pas des immobilisations dans lesquelles on doit conserver notamment une facture le temps de la vie, de la durée de l'immobilisation. Donc, si la durée, c'est par exemple 10 ans, on est obligé de conserver les documents 10 ans. C'est extrêmement long, extrêmement long. Et là, la solution, Patrick, c'est effectivement de mettre ces données en accès restreint, de manière sécurisée. Ouais, oui. On ne les laisse pas accessibles aux stagiaires, on ne les laisse pas accessibles à n'importe qui. On a peut-être, si c'est des données papier, on a une armoire qui ferme à clé, qui est sécurisée. C'est tous ces éléments-là, un serveur même qui est protégé contre le feu, etc., qui font qu'on va pouvoir conserver des données plus longtemps. De toutes les façons, on y est parfois obligé et parfois on en a besoin. Alors Martin, comme Touria, me font la remarque, me posent la question en disant mais comment est-ce qu'on peut faire lorsqu'on a notamment des plateformes américaines qui gèrent les données. Ça, ce sont des questions, peut-être que tu veux en parler maintenant ou peut-être en conclusion, peut-être, ce sera peut-être plus simple. Je préfère répondre maintenant pour vous dire que c'est un sujet en soi, c'est un sujet à part entière. Et moi, je suis tout à fait disposée à proposer à Patrick un sujet qui s'appellera transfert de données hors Union européenne, parce que c'est pas du tout un sujet qu'on peut traiter dans une présentation de démarche de conformité globale vis-à-vis du RGPD, dans la mesure où ça donne, si vous savez ça donne lieu à tellement de controverses, de discussions, de réflexions, que évidemment, il y a des solutions pratiques à vous donner. Mais si je vous donne une solution pratique en 2 mots, ça ne va pas vous plaire, c'est changer de prestataire. Changer de prestataire, trouver des prestataires européens. Et ça, je comprends, c'est pas la solution que je donne moi à mes clients parce que je trouve que c'est complètement ubuesque et utopique. Donc on a d'autres solutions, mais alors après, on rentre dans des choses un peu plus complexes si on veut être en conformité. Ouais. On peut dire que certains Américains sont devenus quand même incontournables, qu'on le veuille ou non, sur cette planète au niveau Internet. Donc, ce que je te propose, Florence, on fera un autre webinaire sur le transfert hors Union européenne. On va même d'ailleurs tout qualifier des États-Unis parce que c'est quand même le pays principal où on retrouve à peu près toutes les plateformes possibles et inimaginables, que ce soit en e-commerce, que ce soit en mode de paiement et autres. C'est assez gigantesque. Voilà. Et puis Martin, il nous fait une liste là, ça fait peur. Mais vous voyez, en termes de conformité RGPD, j'estime que là, on est à un degré numéro 2. C'est-à-dire que effectivement, c'est très important. On ne pourra pas me faire dire le contraire. Je le conseille tous les jours, ce type de mesures adéquates pour gérer les transferts de données hors UE. Mais on ne peut pas se poser ce type de questions si on n'a pas fait une démarche préalable d'ensemble sur tout le reste. Donc, ça dépend en fait du niveau de maturité de chacun. Ouais. Et Philippe qui rappelle, à juste titre d'ailleurs, Google, mais tu peux rajouter aussi Philippe Amazon, qui propose de localiser aussi ses datas sur des data centers européens. Ça, c'est un des points effectivement qui va arriver. Oui, mais bon, là-dessus, il y a beaucoup de controverses. C'est pas parce qu'on propose ça qu'on a réglé le problème. Malheureusement, c'est pas aussi simple. Parce que ça demeure des sociétés américaines. Voilà, donc il y a pas mal de discussions là-dessus. Alors, on enchaîne, il nous reste, on a voulu traiter ça en 6 points, sachez qu'on aurait pu le faire en 12, mais bon, c'est volontaire de notre part de vouloir simplifier les choses. Et donc, qu'est-ce qu'on a identifié en démarche numéro 4? C'est l'information des personnes concernées. Ça, je ne vais pas beaucoup m'appesantir dessus parce que vous le voyez tous les jours dans les privacy policy, le type d'information qu'on doit donner. Alors, sachez que l'information, elle doit être donnée dans les privacy policies, c'est-à-dire dans les politiques de confidentialité des sites web, mais elle doit être donnée aussi à des notices d'information aux salariés, par exemple. À cette occasion, donc j'ai saisi l'occasion de l'information pour vous parler des bases légales, parce que là aussi, c'est un grand principe du RGPD. Vous êtes censé vous-même déterminer à chaque fois que vous traitez des données, quelle est votre base légale de collecte. C'est une information que vous mettez dans le registre et c'est une information que vous mettez
lorsque vous informez les personnes concernées, par exemple, sur votre site web. Donc, vous devez le dire, la base légale. Vous devez faire un choix. Il y en a plusieurs. Cette liste n'est pas exhaustive, mais ce sont les principales. Donc, il y a le consentement. Vous le voyez beaucoup, mais en réalité, ce n'est pas du tout le seul. Et il faut se méfier du consentement parce que parfois, on demande un consentement sur une collecte de données qu'on avait le droit de faire par ailleurs. Et du coup, on va rentrer dans un processus où on doit tracer les consentements et être en mesure de restituer à l'autorité de contrôle la preuve de ces consentements, alors qu'en fait, on avait un autre fondement juridique qui nous permettait de traiter les données et qui ne nous obligeait pas à rentrer dans tout ce process. Donc, ça peut être l'exécution de mesures contractuelles. Très simplement, lorsque vous avez un contrat avec un salarié, découle de ce contrat l'obligation de traiter un certain nombre de données le concernant. Vous n'avez pas besoin de demander son consentement pour autant. Ça peut être le respect d'une obligation légale. Par exemple, vous êtes employeur, vous devez transmettre des obligations à la mutuelle, ça vous est imposé légalement. Eh bien, votre base légale, c'est celle-là. Ensuite, l'intérêt légitime, c'est une notion complexe qui nécessite de mettre en balance l'intérêt de l'entreprise et les intérêts des personnes dont on traite les données. Et du coup, il faut s'en méfier lorsqu'on l'utilise. Mais je pense que lorsqu'on est au début de la démarche de conformité, en réalité, on peut très légitimement être perdu dans toutes ces bases de collecte. Et puis, ce qui est important à retenir, c'est qu'il existe des données personnelles qui sont dites sensibles. On les appelle sensibles, mais dans le RGPD, ça s'appelle des catégories particulières de données. En tout cas, ces données, c'est quoi? C'est les données sur la religion, sur l'appartenance syndicale, politique. C'est des données sur les préférences sexuelles, enfin des données extrêmement sensibles. Et sur ces données-là, eh bien, en principe, on ne fait pas de traitement. On n'est pas autorisé ni à les stocker, ni à les collecter, mais c'est autorisé à certaines conditions. Je ne rentre pas là-dessus aujourd'hui. Ok, désigner un DPO. Est-ce que certains d'entre vous se sont déjà posé cette question? Alors, la désignation d'un DPO, c'est simple. Il y a deux possibilités. Soit vous le faites de manière volontaire parce que c'est préconisé. On vous dit, dans le doute, désigner un DPO, c'est toujours mieux. Donc, vous pouvez le faire. Et de toutes les façons, lorsque vous faites accompagner pour mettre en conformité au RGPD, très souvent, on vous le propose et c'est un plus. Mais en tout cas, sachez que si vous n'avez pas spécialement pris la décision de désigner un DPO, eh bien, il y a des fois où vous n'avez pas le choix. Donc, toutes les entreprises publiques, on n'en a pas du tout parlé aujourd'hui, mais elles ont toutes nécessairement l'obligation de désigner un DPO. Et pour les entreprises privées, elles doivent désigner un DPO lorsque leurs activités de base exigent un suivi régulier et systématique des personnes à grande échelle. Ça, c'est difficile à comprendre en soi. Mais en fait, ça veut dire qu'on brasse un volume de données où on le fait avec une régularité, où on le fait sur une étendue géographique telle qu'on rentre dans la qualification qui oblige à désigner un DPO. Et puis, dès lors qu'on traite des données sensibles, donc les données dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ce cas-là, on est aussi obligé d'avoir un DPO. Donc, typiquement, une entreprise qui fait de la gestion de paye, elle doit avoir un DPO parce qu'elle a des données sensibles à traiter. Ok, voilà pour le DPO. Je ne rentre pas trop sur le détail de DPO externe, DPO interne, parce que ces questions-là, on peut les voir plus spécifiquement aussi à l'occasion d'un autre webinaire. En tout cas, sachez que lorsque vous vous posez la question de savoir si vous entrez dans les obligations de désignation d'un DPO, c'est déjà que vous avez besoin d'être accompagné de manière générale, parce que ça devient trop complexe à gérer seul. Ok, vous avez aussi la dernière démarche que j'ai identifiée, c'est celle des partenaires. En particulier, lorsqu'on agit en qualité de responsable de traitement, eh bien, on a plein de sous-traitants qui sont ces fameux prestataires à qui on transmet des données, avec lesquels on est censé à chaque fois rédiger un contrat qui prévoit un certain nombre d'éléments. Sachez qu'en pratique, les contrats que vous avez avec vos sous-traitants vous sont très souvent imposés. Donc, vous avez assez peu de marge de manœuvre. Mais mettons que vous ayez un sous-traitant au sens du RGPD qui ne soit pas une grande structure avec laquelle vous ne pouvez pas négocier, eh bien, il faut que vous ayez un contrat avec eux qui détermine un certain nombre d'éléments
Et plus encore, vous êtes censé, vous, responsable de traitement, veiller à ce que vos sous-traitants fassent les mêmes choses que ce que vous faites avec les données. C'est-à-dire qu'eux ne soient pas une passoire et eux aient aussi des mesures de sécurité informatique parce que vous êtes responsable, vous, de ce que font vos sous-traitants. Ça aussi, c'est lourd. C'est lourd à porter. Voilà, j'en ai fini avec mes points clés, donc on peut… On va aller sur la conclusion, mais avant, il y a quand même Rita qui m'avait posé une question, effectivement, tout au début, que j'ai en tête, en disant, je crois que c'était elle, toc, 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 comment le contrôle se fait concrètement, fouille des mails, bureau, PC? Ça, c'était une question tout au début, Rita, toi, je ne t'ai pas oublié, qui était posée, comment se passe un contrôle? Comment ça se passe? Eh bien, écoutez, ça ressemble un peu quand même malgré tout à une descente de police, hein, il faut bien le dire. La CNIL pointe le bout de son nez dans l'entreprise. Alors, elle peut faire des contrôles à distance en regardant votre site web, typiquement, mais un vrai contrôle sur place, ça se passe à 8 heures du matin ou à 9 heures du matin lorsque un agent de la CNIL débarque dans l'entreprise. Alors, en général, il ne débarque pas par hasard, il a une raison. On l'a informé. Martin me demande s'il contrôle vraiment les TPE et PME. Ben oui, puisque la preuve en est qu'il y a des sanctions. Et c'est là aussi, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que toutes les sanctions ne sont pas publiques. Mais absolument, il y a des contrôles. Ils n'arrivent pas là par hasard. Donc, il y a une raison. Peut-être quelqu'un, par exemple, qui a fait un exercice de droit auquel on n'a pas répondu. Une fuite de données qui s'est vue. Une instrumentalisation par un ancien salarié qui est en contentieux prud'homal. Ça peut arriver aussi, c'est assez fréquent. Donc, il y a plein de choses qui font que on peut être contrôlé même en tant que TPE-PME. Et n'oubliez pas que ça dépend aussi du type de données que vous traitez. Si c'est des données sensibles, si c'est des masses de données personnelles, vous n'êtes pas considéré comme une petite société. Jean-Charles qui pose une question intéressante, mais je crois déjà connaître la réponse. Peut-on demander au client son consentement à ce que nous ne respections pas le RGPD, car l'unique but de mon client est surtout que je connaisse ses données sensibles? Alors, c'est une très bonne question. Vous pouvez jamais demander enfin, ce ne sera pas valable, si vous voulez, de vous prévaloir d'un consentement d'une personne pour ne pas respecter le RGPD. C'est dans l'autre sens que ça se passe. Le RGPD vous impose parfois de demander un consentement pour un certain type de traitement. Mais ce n'est pas parce qu'une personne vous dit moi, je suis d'accord pour que tu traites mes données sans confidentialité, sans sécurité, que vous n'êtes pas assujetti à la loi. Donc, ça ne vous libère pas de la loi. Fabrice, combien coûte en moyenne une mise en conformité? Comment faire quand on est une TPE et qu'on n'a pas une trésorerie de GAFAM? Alors là, j'ai une idée concrète de ça. On est dans le cadre de plusieurs milliers d'euros, ça c'est vrai, on n'est pas à 500 euros de toutes les façons. Hein. Mais on peut procéder par tiroir. Et moi, c'est ce que je préconise. Là, par exemple, moi j'ai une offre qui n'est pas là sur mon site, mais qui va l'être, d'audit préalable rapide où on débourse 400 euros et on a un audit qui vous permet d'y voir clair sur la feuille de route à tenir. Et ensuite, vous agissez par tiroir, vous agissez par priorité risque. Donc, vous vous dites, je vais commencer par un registre et une notice d'information aux salariés. Mais la différence avec quelqu'un qui n'aurait rien fait, c'est que l'année d'après, vous avez déjà prévu d'arriver à tel et tel chantier de conformité. Et donc, vous pouvez aussi surtout en justifier auprès de l'autorité de contrôle. Mais en parallèle, il faut toujours se préoccuper de la sécurité de son système informatique. Ça, je vous déconseille de tarder trop à ça. Alors justement, tu parlais de se préoccuper des données. Nicolas dit, en cas de violation des données, comment savoir qui en est la cause? L'entreprise, des tiers, des sous-traitants ou des collaborateurs? Ça, c'est le job de votre informaticien, mais croyez-moi, il le sait. Il le sait. Il n'y a pas de souci. La cause, on la connaît. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comment mettre des mesures en place pour réduire l'impact? Mais on sait d'où ça vient. On sait d'où ça vient. Votre sous-traitant qui a fait une fuite de données, vous avez intérêt à avoir un sacré bon contrat avec lui pour pouvoir vous retourner contre lui parce que vous allez être aussi en première ligne, bien que ce soit votre sous-traitant qui soit à l'origine de la fuite. C'est ce qui est arrivé à Darty ou à d'autres. C'était pas eux, c'était leurs sous-traitants.
Alors, Kofi qui pose une question, Kofi Vincent, question, nous devons obligatoirement faire un retour à un candidat après son entretien, même lorsqu'il échoue à cet entretien? C'est une question. Ça, c'est quand même de bonnes pratiques et ça vous appartient. Mais en pratique, on ne vous demande pas de supprimer les données sur un candidat dans l'immédiat. Vous avez 2 ans pour le faire. Alors, Jean-Charles qui dit merci pour cette réponse. Donc, on va passer 95% de notre temps de travail à ne rien apporter à nos clients, mais juste à respecter une réglementation complètement folle. Alors, en fait, là-dessus, Florence, moi, j'aimerais bien prendre la parole parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de distinguo. Et je pense, c'est une supposition que quand les RGPD ont été mis en route, on ne va pas se voler la face, c'était les GAFAM qui étaient visés dans cela. Mais histoire, effectivement, de ne pas se faire retoquer, on a dit, allez hop, on va mettre tout le monde. Ça permet aussi d'assurer, comme l'a dit très bien Florence, une certaine confidentialité, des respects d'un certain nombre de choses. Maintenant, il ne faut pas se voler la face, hein, c'est quand même du temps et à consacrer, c'est aussi de l'argent. Et il n'y a pas que le RGPD quand on est dirigeant. Il y a d'autres obligations qui sont à respecter. Mais oui, Jean-Charles, je suis tout à fait d'accord. Aujourd'hui, le temps d'un dirigeant, c'est pas nécessairement de s'occuper à 100% de son business. C'est comme ça. D'où l'intérêt de faire appel à des personnes extérieures et d'où l'intérêt aussi de gagner un petit peu d'argent pour payer un peu tout le monde. Hein. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ok. Alors, il y avait Philippe qui dit, ah oui, toutes les données de mes salariés rentrées dans Doux sont safe. Oui, alors bien évidemment, Philippe, tu pourrais aussi te poser les questions de tes données quand tu les reçois toi. Alors, quand tu es chez Doux, c'est bon. Maintenant, si tu stockes des bulletins de salaire sur ton propre ordinateur, tu dois te poser des questions pour toi également. Philippe, voilà, c'est un des points majeurs parce qu'à chaque fois qu'on détient quelque chose, oui, il faut faire attention. Toc, toc, toc. Qu'est-ce qu'on avait aussi voilà, les services qui bougent, etc. Voilà. Et donc, il y a Nicolas qui marque encore un doux de la mise en conformité RGPD. Ah là là, ben, ce ne sera pas nous tout de suite en tous les cas. On ne pourra pas le faire. Un jour, sans doute qu'on arrivera à automatiser un certain nombre de choses, mais ce sera effectivement pas tout de suite. En tous les cas, il y a Florence qui peut aider, en tous les cas, toutes les personnes qui ont besoin. Est-ce qu'il y a d'autres points je vois que vous êtes tous aussi nombreux quand même et que vous avez posé pas mal de questions. Là, on a dépassé l'heure. Je ne sais pas, Florence, on pourrait peut-être conclure, en tout cas, s'il n'y a pas d'autres questions. J'espère que je n'en ai pas oublié, en tous les cas. En tout cas, s'il y a quelqu'un là qui veut rajouter quelque chose, c'est le moment. Ah, quel est le budget de la CNIL ? Budget peut-être, Philippe, de contrôle, peut-être tu veux dire, je ne sais pas, ou le budget tout court de la CNIL, je ne sais pas. Je ne le connais pas, il faudrait que je recherche. Je vous ferai la réponse ultérieurement, je crois qu'on a la possibilité de le faire. Ah, c'est le budget de fonctionnement, voilà, c'est plusieurs milliards à mon avis. Hein. Ça, c'est mon avis personnel, parce que c'est juste gigantesque, ne serait-ce que pour payer toutes les personnes de la CNIL. Je ne sais pas. Touria, pour les sous-traitants américains, peut-on vérifier leur private policy sur leur site ? Oui, absolument. Ils ont tous une privacy policy. Ils vont tous aujourd'hui vous dire qu'ils n'utilisent plus le Privacy Shield puisqu'ils ne peuvent plus s'en servir. Donc ça, la plupart des grands prestataires ont mis leur privacy policy à jour. Et la question maintenant, c'est quel moyen de transfert on peut utiliser pour faire appel à ces prestataires américains. En pratique, la CNIL agit-elle quand elle est saisie par un tiers? Oui et non. Ça dépend le type de saisine. Elle est assez débordée aussi, il faut le dire. Mais si c'est des saisines répétées ou si c'est un manquement large, elle agit. Et elle fait aussi des orientations de son année. C'est-à-dire que chaque année, elle publie les types de métiers sur lesquels elle va s'appesantir dans l'année en cours. Par exemple, l'année où il y a eu Sergic, gestion immobilière, qui a été sanctionnée, c'est parce que cette année-là, elle avait décidé de mettre de l'ordre chez tous les agences immobilières. Nicolas qui nous donne une synthèse des RGPD 2019, donc 204 contrôles sur place. Bon, en soi, ce n'est pas énorme hein, sur un pays comme la France, dont 20 contrôles portant sur des dispositifs vidéo, 51 contrôles en ligne, 51 contrôles sur pièce.
Alors, je ne sais pas ce que valent ces stats, peut-être que c'est le cas, mais il me semble qu'aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup plus large. Ouais, il me semble aussi. Moi, j'ai toujours en tête tout à fait autre chose, qui était notamment la vérification des logiciels de facturation. C'était un truc, quand ça a apparu, ça, dans les années 90, il n'y avait que les grosses entreprises qui pouvaient être sanctionnées. Et fruit du hasard, un jour, un de nos clients qui était boulanger a reçu la visite de la direction départementale de la concurrence et des fraudes parce qu'il avait osé vendre, je crois, 2 centimes plus cher, la moitié d'une baguette de pain. Et comme le gars lui a mis une amende, il a dit bah, on va continuer et on va regarder maintenant dans votre logiciel de facturation. C'est-à-dire qu'un boulanger qui devait envoyer 10 factures par mois, dont notamment d'ailleurs au conseil régional, s'est retrouvé avec un contrôle, coup de bol. Tout était bon et le mec, d'ailleurs, qui était un peu dégueulasse à mon goût, en tous les cas, lui a dit bah, c'est dommage, on n'a rien pu trouver du tout. Mais sinon, il n'aurait pas hésité à le sanctionner. Donc aujourd'hui, je pense très certainement que les grosses entreprises ont l'habitude de ce type de contrôle, que les très petites entreprises ont moins de chances que les grosses de se faire contrôler, mais ça viendra tôt ou tard et sans doute peut-être par dénonciation, contrôle sur pièce ou autre chose. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus, en tous les cas, ignorer le RGPD. Florence l'a très bien dit. C'est plus tellement maintenant le problème de savoir qui est concerné, c'est surtout le problème de la sanction maintenant qui va s'appliquer parce qu'ils ont laissé le temps. Delphine qui pose la question, pourriez-vous nous conseiller un CRM européen? Non, Delphine, je ne sais pas. Bonjour au passage, on se connaît bien. Je ne sais pas, sauf si Florence veut dire quelque chose dessus. Non, bah, je peux vous conseiller ceux qui ne sont pas dans les clous, comme HubSpot, comme d'autres, mais dans les CRM européens, mais qui on ne les utilise pas non plus, malheureusement. Donc, on fait avec ceux qui ne sont pas dans les clous. Martin qui dit ça ne peut pas être de lien, mais on nous demande de nous faire cocher une case à un utilisateur si l'on veut s'inscrire à une newsletter. Or, on est bombardé de mails de spam sans qu'on n'ait jamais donné notre accord. Tu remarqueras, Martin, que tu en as quand même un petit peu moins. Et moi, j'ai remarqué une chose en tous les cas, c'est qu'aujourd'hui, quand on reçoit quelque chose et que c'est un spam, si on va normalement, tous maintenant précisent qu'on peut se désinscrire. Hein, j'ai remarqué ce point-là. C'est quand même un peu mieux. Hein. Et Reda, oui, c'était bien une boulangerie. Et le RGPD est fait aussi pour ça, on est tout à fait d'accord. Bon, je crois que on reçoit quand même le mail. Oui, Martin, on est tout à fait d'accord, mais tu recommandes de ne pas le recevoir 2 fois. Dans ce cas-là, on peut le signaler, et je sais qu'il peut y avoir. Mais c'est vrai que, en tout cas, moi, ce que je remarque, et ce que j'ai cru comprendre, c'est que Google était très intéressé par le RGPD, et notamment le numéro 2, il le demande, hein, je crois, si je ne me trompe pas, tu m'arrêtes, hein, Florence. Pourquoi? Parce que tout simplement, il aimerait bien conserver le monopole de la publicité, de la connaissance des clients, et s'il pouvait éviter tous les cookies et compagnie que les sociétés peuvent mettre pour mieux connaître leurs clients, je pense qu'il le ferait de telle façon à tenir le monde entre ses mains. Mais vous avez dû entendre aussi une petite chose avec le RGPD, pas avec le RGPD, mais avec les autorités américaines hein, qui veulent éviter le trust. Google devrait bientôt se séparer de Chrome. Hein. C'est une décision qui est en cours actuellement parce qu'ils ont remarqué qu'ils étaient trop puissants et qu'ils tenaient tout le monde. En matière de concurrence. Exactement. Hein, c'est l'antitrust et les Américains font attention à ce genre de choses, bien plus d'ailleurs que la France ne peut faire. Mais enfin, on n'a pas non plus actuellement des GAFAM parmi les Français. Rida, encore un petit pas, il y aura forcément de sanctions s'il y a un contrôle, puisqu'on ne peut pas être clean à 100%. Ouais, Rida, qui se pose la question, en cas de contrôle, s'il y aura une amende ou pas. Alors, je dirais quand même qu'on prendra égard à la taille de l'entreprise, au type de données qu'elle traite et à la démarche qu'elle a initiée ou non. Donc, vous aurez typiquement une mise en demeure pour des choses que vous n'avez pas pu mettre en place parce qu'on sait très bien que c'est un chantier qui est compliqué, qui est long. Mais quelqu'un qui n'aurait rien fait, même une petite boîte qui traite des données personnelles, je pense, serait sanctionné. Ok, ouais. Et Jean-Charles qui dit de toute façon, nous n'avons clairement pas le temps ni l'argent pour être totalement conformes. Philippe qui dit les US vont favoriser les Chinois. Alors les Chinois,
C'est sûr que le RGPD a des avantages, il a aussi également des inconvénients parce que les Chinois ne respectent strictement rien du RGPD, ça c'est clair et net, enfin en Chine en tous les cas, je ne sais pas, après en Europe je suppose qu'ils ont dû se mettre au diapason, mais ça leur permet d'avancer énormément sur la connaissance des personnes, puisqu'il n'y a rien d'anonyme, tout est complètement fait et ils connaissent de mieux en mieux. Donc il y a de fortes probabilités effectivement que les Chinois par contre gagnent de la data bien plus vite que les Européens en la matière. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre Oui, Philippe, Chrome est partagé avec Microsoft en Edge. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais là, c'est vrai que les US ne tueront pas les GAFAM, on est tout à fait d'accord. Bon, eh ben, je crois qu'on a bien avancé. Hein, si tu veux, Florence, hein, je crois qu'on va nous réclamer les transferts des données hors Union européenne. Avec joie. Et puis, on va rester parce que là, ça fait 1h13 maintenant. On va faire prendre peut-être une dernière question. Moi, étant un opérateur téléphonique, par exemple, je dois garder les numéros de téléphone appelés en cas de demande judiciaire pendant X temps. Quoi faire du coup? Ça, c'est très clair. Il va falloir gérer par des accès séparés, par ce qu'on appelle une base restreinte. Ouais. Bon. Courage, Reda. Courage. Bon, je crois qu'on a terminé. Merci encore pour votre participation. N'hésitez pas, en tous les cas, si vous avez besoin de contacter Florence ou si vous voulez ses coordonnées, vous demanderez à Doug si on vous les passera. En tous les cas, merci. Merci à vous tous. Merci Florence, parce que c'est un sujet qui est un peu aride, hein, n'ayons pas peur des mots, difficile. En tous les cas, excessivement bien animé. Merci à tous. Pour terminer, quelque chose d'un petit peu plus fun, de plus détendant, le disco. À très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Au revoir. Au revoir.